Salut tout le monde, donc là je suis avec l'acteur et l'activiste du hip-hop numéro 1 en France. Le King. Tu confirmes? Je confirme, le King. Tu confirmes. Donc Yuval Ifergan, ça va? Ça va Jess? Ouais, tu sors d'où là du coup? Du training au 104. D'accord. Et après, donc ce soir, tu redanses encore? Ce soir je redanse. Ok. Donc toi Yuval, t'es né en 1971 en Israël. Exactement. D'accord. Donc ensuite t'es arrivé en France? 75 je pense. Ok. Ton arrivée en France, comment ça se passe? Je suis comme toutes les vagues d'immigration. Tu arrives en France, tu vas dans les quartiers comme les hirondelles qui suivent. Tu vois, en fait, tu vas dans les quartiers où il y a des gens qui te ressemblent, qui ont la même culture que toi. Toi, t'as d'immigration. C'est ça? Moi, ma mère est d'Algérie, mon père est du Maroc. Moi, je suis dans l'Israël. Ils ont été dans les quartiers où il y avait des juifs, c'est-à-dire ici, le 19e. Mais moi, je suis arrivé vers Belleville. Ok, et après, tu as bougé à Saint-Blaise, c'est ça? Après, je suis parti à Saint-Blaise. Quand mes parents ils ont commencé à avoir un travail un peu plus stable. Parce qu'au début, quand tu arrives en France, tu fais le premier travail que tu peux faire pour subvenir aux besoins de la famille. Tu ne poses pas de questions. Quand tu as une famille, il faut ramasser les poubelles, tu les ramasses. Enfin, tu vois, c'est pas négatif ce que je dis là, mais c'est-à-dire que c'est des métiers que tu vas faire parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas faire bouillir la marmite, donc tu ne poses pas trop de questions. D'accord. Tu es issu d'une famille modeste? Ouais, juif modeste. Voilà, t'as subi quand même le cliché du juif friqué quand t'es arrivé? Non, pas bien, parce qu'au début, quand on arrive en France, j'étais dans des quartiers populaires comme Belleville et il n'y avait pas de. Enfin, je veux dire, il y avait des juifs, des arabes, des africains, enfin, il y avait tout, quoi, en fait. Et on est trop jeune pour se poser des questions géopolitiques. On ne connaît pas tout ça, nous. Ok. Et quand tu arrives, tu parles pas français? Donc tu apprends le français. Hébreu. D'accord, donc tu apprends le français sur place. Le Yuval, enfant, il était comment? Il était. Il parlait pas bien la France, donc forcément, il n'avait pas beaucoup de copains. Ouais. Ensuite, moi, comme je suis juif, à un moment donné, je dois faire ma bar mitzvah, donc je fréquente dans le quartier des gens qui sont juifs comme moi. Donc on a un petit groupe d'amis, on est tous juifs, voilà. Après, je suis dans une école populaire, donc je parle, il y a de tout autour de moi. Mais on va dire que la plupart de mes amis étaient juifs. Et ensuite, on fait comme tous les jeunes de notre génération, on joue à chat. T'es le chat. Et pas chabit, juste chat. Ensuite, on joue au billes, on s'échange les cartes Panini. Ouais. Et on aime le football. Et voilà, un enfant avec une normale, vie, quoi. T'as eu une belle enfance? Une enfance normale. Tu ramènes le pain à 18h, après tu restes à la maison. Si tu sors, il faut que ta mère elle te voit à la fenêtre. Enfin bon, j'habitais au 19e étage, donc la fenêtre, un peu difficile pour me voir. Mais une enfance normale. À cette époque-là, la danse n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de place dans la danse dans ta vie quand tu es enfant? Non, la danse, elle n'existe pas. Et mon éducation et les gens qui m'entourent, mais tout le monde s'en fout de la danse. Enfin, c'est même pas un sujet en fait. D'accord. Enfin, ça danse dans les fêtes de famille, mais voilà, c'est. Ouais, enfin, tu connais les bar mitzvahs, les mariages. Bon, tu danses, tu bouges quoi. Ouais, déjà, la rinclade, tu danses, tu vois. La rinclade, t'es chaud. Tu bouges. Et il n'y a pas de façon significative autour de moi des gens qui sont happés ou qui aiment la danse, qui me donnent envie à moi de me dire tiens, si je m'orientais vers la danse, à aucun moment. Toi, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Moi, je voulais faire les métiers que mes parents juifs voulaient que je fasse. Avocat, médecin? T'as compris? Bah oui. Ok. Exactement. C'est en 80, je crois, que tu as ton coup de foudre avec 82, ton premier coup de foudre avec la danse. Est-ce que tu peux nous raconter? En colonie, hein? Bon, alors colonie, base nautique, tout se passe au-dessus et en dessous de l'eau. Moi, je joue au foot, je me casse le poignet. Ensuite, mes parents étaient déjà partis en vacances, donc je me retrouve tout seul parce que c'est pas comme s'ils pouvaient m'emmener de la colonie à chez moi parce qu'il n'y a personne à la maison. Donc je suis obligé de rester dans la colonie. Dans la colonie, la plupart des jeunes qui sont dedans, ils vont continuer les activités. Et moi, je me retrouve finalement avec mon plâtre dans une colonie où en fait je végète, je fais rien en fait, puisque je peux faire aucune activité. Donc je suis là en train de errer dans la colonie jusqu'à qu'il y ait un animateur qui vient me voir et qui me dit ça fait 2-3 jours que je te vois en train de rien faire. Si ça te dit, il y a des jeunes qui préparent des activités, des activités pour la veillée. Et donc quand je vais regarder dans toutes les portes, parce qu'il y a 4 bâtiments où il y a des jeunes qui sont en train de performer, j'ouvre la première, c'est l'art du cirque, donc ils font du cirque, je sais pas, des roues, clown, des choses comme ça. Ensuite il y a des jeunes qui chantent, des musiques, ma liberté, mon temps, bref.
Enfin des musiques comme ça, tu vois, des musiques, le déserteur. En tout cas, tout ça, ça t'intéresse pas. Je rentre, je m'en fous un peu. Ensuite, tu as des jeunes qui font des sketchs. À l'époque, ils imitent un peu Coluche, Thierry Leron, Guy Bedos, tu vois, des gens comme ça, des proches. Donc ils font des sketchs, ou des fois des sketchs marrants. Je regarde vite fait, mais je m'en fous. Et puis après, quand je rentre, il y a de la musique et des jeunes qui dansent. Et donc là, tout d'un coup, je sais pas, je m'assois, je regarde, mais sans que ça m'intéresse. Je suis là. Ouais, t'es là pour être là en fait. Voilà, je suis là, je suis un zombie en fait. Je suis là, je suis assis, je regarde avec mon plâtre. Eux qui ne me calculent pas parce que je suis un peu le miskin de la colonie. Parce qu'avec mon plâtre, en fait, tout le monde s'en fout un peu de moi en fait. J'existe pas en fait. Et donc, moi je la regarde. Et à un moment donné, eux ils répètent sur une musique de Michael Jackson qui, à mon avis, est Billie Jean. J'essaie de me souvenir, c'était il y a 41 ans. T'avais quel âge juste à ce moment-là? J'avais 11 ans. 11 ans, ok. Donc eux ils dansent sur la musique Billie Jean. Et ensuite, à un moment donné, il va y avoir une pause. Et pendant la pause, il y a quelqu'un qui va essayer de faire le robot. Et quand tu fais le robot, moi ça me touche. Et là, c'est le coup de foudre. Là, je regarde, oh putain, c'est super, c'est incroyable. C'est incroyable de voir quelqu'un qui fait le robot, parce que j'avais jamais vu ça toute ma vie. Et comme je viens tous les jours pour espérer voir le robot, parce que moi ce que je voulais c'était voir le robot, pas la danse, je me foutais d'eux. Et j'arrive à le voir une fois, deux fois, trois fois, mais sans que ça me suggère l'envie de le faire. Juste j'aime bien en fait. Et après quand je rentre de mes vacances, on m'enlève mon plâtre et j'entends la musique de mes vacances. Et puis comme ça, spontanément, par mimétisme, comme un caméléon, je danse. Alors que j'avais jamais lancé de ma vie. Et j'arrive à faire quelques mouvements de la chorégraphie, un peu de façon gauche, mais par contre, j'arrive à faire le robot. Et là je le fais parfait. Et ça glisse tout seul. C'est en moi. Alors vraiment là je l'avais comme si... T'as des facilités à le faire direct en fait. Je le fais comme un enfant de 11 ans qui le fait. Et après je comprends que tout d'un coup j'ai comme une forme de super pouvoir. Et que je fais quelque chose que personne n'a jamais vu. Et que mes copains, quand je descends en bas des tours et que je suis avec eux pour faire un foot, ils ont même pas idée qu'on puisse faire un truc comme ça. Et à partir du moment où je leur montre que je sais faire le robot, je vois dans leur regard qu'ils sont épatés, comme si j'étais quelqu'un qui avait une maîtrise de ce truc-là, mais alors qu'en fait, je suis qu'un enfant qui fait le robot. Et tout d'un coup, il y a deux choses qui vont arriver. Je deviens un peu populaire dans mon école et surtout dans ma classe. Le regard change sur toi en fait. Oui, les filles commencent à me regarder déjà. Donc ça, c'est un bon point pour moi. Et puis ensuite, on m'invite dans les anniversaires. Donc tout d'un coup, tout change. Tu deviens Yuval le danseur. Je deviens Yuval le danseur dans mon école. Ok, mais dans ton quartier aussi? Non, pas dans mon quartier, vraiment dans mon école, parce que j'ai que 11 ans. Et donc je me déplace pas suffisamment pour que les gens puissent comprendre que je pratique une danse qu'on appelle l'automate. D'accord. Mais en plus, en 82 là, vraiment. T'as vraiment fait ça en autodidacte, t'as jamais pris de cours en fait quand t'étais enfant. En plus, t'es pas très les cours de danse urbaine à cette époque-là. Non, même les mots hip-hop, même pas je connais. Moi, c'est juste je sais faire le robot et on me le demande souvent parce que j'ai des facilités. Et à chaque fois qu'on m'invite dans une boum, c'est pas parce qu'on aime ma présence, c'est parce qu'on veut juste que le robot danse là. Et moi, je viens et je suis le robot qui danse. Et à ce moment-là, tu vois que tu progresses. Le funky robot. Tu vois que tu progresses, tu kiffes ce que tu fais et tu dis quoi? Est-ce que tu dis ça y est, je veux devenir danseur, ça devient ta passion? Non, mais à 11 ans, moi je fais le robot, mais c'est pas comme si autour de moi il y a une multitude de personnes qui dansent. Personne ne danse autour de moi. Ça n'existe pas les gens qui dansent autour de moi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il va falloir. Je m'entraîne au robot très souvent parce que je suis invité dans plein d'anniversaires et plein de booms. C'est des booms. En plus, l'année d'après, il me semble que je repars dans la même colonie, mais cette fois je suis danseur de la colonie. Voilà. Mais accessoirement, il y a un film qui va sortir et là il va y avoir une plus-value. Flashdance. Flashdance. Voilà. Et moi, je suis comme beaucoup de jeunes de ma génération, mais il y a très peu de jeunes qui me disent va le voir. Parce qu'il y a des gens qui vont voir Flashdance. Flashdance, je vais voir Flashdance parce que j'ai compris qu'il y avait j'ai quelques copains à moi qui me disent ouais, il y a une nouvelle danse qui arrive, ça s'appelle la danse des Schtroumpfs, on rappelle. Le Smurf. Et dedans, il y a un moment donné, il y a une partie un peu incroyable au niveau de la danse. Donc là, j'ai 12 ans. Donc je vais au cinéma. Je vois un moment qui est incroyable, puisque dans le film, à un moment donné, il y a la musique Just Begun de Jimmy Castor Bunch. Just Begun. Et dedans, il y a Mr. Freeze. Très important, Mr. Freeze, qui est avec son parapluie, ses gants blancs et qui recule. Et à côté de ça, tu as Frosty Freeze qui jette sur le dos, Crazy Leg, Ken Swift et Normski. Normski, c'est celui qui est comme ça.
Donc moi je les connais pas ces noms-là à l'époque, j'ai étudié avec le temps. Mais moi je les vois et je me dis putain c'est charmé, c'est super. Et à partir de là, je commence déjà le tomate à vouloir développer la vague, à essayer de faire la marche arrière, à essayer de mettre mes genoux au sol. Enfin je commence un petit peu, tu sens que d'autres styles en fait. Voilà, là je commence un petit peu à me réveiller. Mais et je commence à prendre de l'avance. Si toutefois c'est quelque chose qui va naître. Mais c'est pas encore né. Ça va naître en 84 avec l'émission À Chipa Chopé. Parce que c'est trop underground. Il n'y a personne dans mon quartier qui fait ça. En tout cas, moi je connais personne de ma génération et de mon âge qui font ça. Et s'il y a des gens qui le font, ben, ils n'ont pas mon âge. Ils doivent avoir 17 ans, 18 ans, 20 ans et ils ne me parlent pas à moi. Tu vois. Moi je suis dans une école, dans un collège, bon, je suis un peu isolé. Mais dans mon monde à moi de boom et d'anniversaire, ou de colonie si tu as envie, je deviens tout de suite le danseur. Et comment tu fais donc du coup, vu que tu es un peu isolé, pour développer des contacts avec d'autres danseurs et du coup faire des connaissances et en fait, quand l'émission À Chipa Chopé elle arrive, c'est toute la France qui danse. Donc tout d'un coup, dans mon école, tout le monde danse. Dans mon école, dans mon quartier, un peu partout. Et moi, je suis considéré parce que moi, j'ai déjà 2 ans d'avance par rapport à eux. Oui, tu disais que tu avais 2 ans d'avance sur ta génération et que tu étais un tueur pour ton âge. Donc là, tu as 13 ans à peu près. Là, j'ai 13 ans, 84, et je suis déjà quand même pas mal fort par rapport à mon environnement, tu vois. Ouais. Donc je suis quand même pas mal fort. Et pour un enfant de 13 ans, je vais partout là où ça se passe. Donc ça veut dire que quand tu as 13 ans, tu parcours pas la France ou tu parcours pas l'île de France. Tu restes, tu as ton ticket de métro et tu restes dans un truc que tu arrives un petit peu à maîtriser. Donc là, je parle des quartiers du 20e, 19e, enfin je vais pas non plus très loin. Ou quand je prends le métro, je vais au Trocadéro. Donc moi, je suis à Porte de Balainet, je vais à Porte de Montreuil, je reste dans la station de métro, ça m'emmène au Trocadéro, c'est direct. J'ai pas besoin de théoriser mon chemin, tu vois. Et donc, pour cette époque-là, je vais là où je peux aller, donc Trocadéro, Châtelet-Halles, Paco Rabanne qui commence à ouvrir ses portes en 84. Donc je vais là-bas, je vais aussi au Bataclan, la Grande Jobelle, je vais là où ça se passe. Oui, c'est là où tout se passe, c'est les lieux emblématiques où à cette époque-là, tout se passe en fait. Si tu veux être vu, tu veux être connu, tu veux être emblématique, tu vas avoir une reconnaissance, tu dois danser dans ces cercles-là. Et c'est là où il y a aussi toutes les grosses têtes, un peu connues de l'époque. C'est là où il y a toutes les têtes, c'est là où je vois tous les gens qui sont sur mon poste de télévision, et je les vois en vrai. T'as défié Joey Star? Ouais, j'ai défié Joey Star en 84, j'avais 13 ans, et il avait 17 ans ou 18 ans. T'as gagné? Je pense pas, il avait 18 ans, j'avais 13 ans. Et justement, c'est à cette époque-là où tu commences à vouloir aller défier des danseurs. Je défie les danseurs, mais ça reste encore 84, ça reste encore un peu enfantin. D'accord. Ça reste encore un peu puéril, tu vois, c'est genre, on fait du smurf, j'ai la casquette, j'ai les gants blancs, j'ai toute la panoplie, mais ça reste encore une mode. Et les styles que tu fais, c'est quoi? C'est smurf, c'est popping? Non, c'est pop, lock et break. Je fais les 3 styles et dans un passage je peux te faire les 3 en même temps. Parce qu'on n'a pas de connaissances, on n'a pas encore segmenté bien vraiment. Et tu t'entraînes vraiment tout seul ou tu as quand même des potes avec qui t'entraîner pour progresser justement? Ou tu es vraiment seul? Non, je suis pas tout seul. Parce qu'en 84 tout le monde danse. Donc en vérité les rendez-vous, avant c'était les rendez-vous pour jouer au football. Là ça devient des rendez-vous où il faut aller dans le hall des ordures, trouver un morceau de carton, le mettre au sol et puis refaire un peu ce qu'on voyait dans l'émission À Chipa Chopé avec les PCB. C'est un peu ça qu'on fait, tu vois, tout. Et c'est toute la France qui fait ça. Et donc on va le faire véritablement pendant 6 mois, toute la France je pense. Et ensuite il va y avoir les grandes vacances. Et à partir des grandes vacances, quand tu reviens en septembre 84, déjà c'est moins la mode. Les gens ils disent c'est presque limite un peu has-been. Et ensuite fin 84 c'est fini. Out. Et c'est là que la hype arrive? Non, la hype elle arrive bien après. La hype elle arrive en 88. Ok, d'accord. Okay. Là t'es vraiment dans la première génération où là tout d'un coup on rentre dans l'univers des bandes. Voilà, des gangs aussi en Ile-de-France. Les gangs, les bandes. Donc toi, eux, tu les as. Ouais. Voilà, les Zoulous, c'est ça que je voulais te demander, c'était quoi en fait exactement? Parce que tu as dit dans un podcast que quelle que soit notre couleur, on était tous des Zoulous. En fait, quand je dis le mot Zoulou, c'est parce qu'on appartient à la culture hip-hop. Et le fait d'appartenir à la culture hip-hop, en 84, tu fais partie de la nation Zoulou. Que tu sois blanc ou noir, ce que tu veux, tu es considéré comme Zoulou. Mais nous, à cette époque-là, on est des Zoulous, mais on n'a même pas conscience de ce que c'est que la Zulu Nation ou de ce que c'est d'être un Zoulou. Parce qu'en fait, quand tu es Zoulou, en fait, tu es noir, en fait. Faut dire les choses comme elles sont, tu vois. Donc, même si tu as Johnny Clegg qui a voulu le défier un peu. Mais bon, en vrai, c'est une culture, on va dire, afrocentriste. D'accord? Parce que quand on parle des Zoulous, on parle surtout des Zoulous des années en Afrique, qui se sont battus contre les Anglais ou les Néerlandais, on va savoir. Et c'est comme ça qu'Afrique Bambaataa, tout d'un coup, il a vu
le courage de ces hommes-là avec des lances qui se sont battus contre des gens qui avaient des fusils, par exemple. Ouais. Donc il s'est dit, putain, ouais, quand même. Donc si tu veux, tout ce pouvoir de l'Afrique est retranscrit aux États-Unis. Et lui, il en a fait la nation Zoulou, avec des préceptes et des valeurs et tout ce qui va avec. Sauf qu'il a véhiculé ces valeurs pour le vivre ensemble, pour ceux qui vont entrer dans la culture qu'on appelle les peuples. Donc tout d'un coup, on devient tous des Zoulous, avec des signes Zoulous, et on est tous dans la Zulu Nation. D'accord. Mais on est des enfants, ouais, donc on est facilement manipulable. On se rend même pas compte vraiment de ce qu'on fait. T'es entre 13 et 15 ans là, à peu là près. Non, là j'ai 13 ans. Déjà en 84, quand j'ai 13 ans, je suis déjà en Zoulou. Ok. Donc je suis dans la Zulu Nation, je rentre dans le livre d'or de la Zulu Nation. On est tous des Zoulous, tous ceux que tu croises, tous les gens de la culture hip-hop, ce qu'on appelle dans le move, on appelle ça le mouvement. Okay. Et, ceux qui sont dans le move, tout le monde est un Zoulou. D'accord. On va dire 99% des gens sont des Zoulous. Et toi justement, en tant que blanc et en plus juif, est-ce que tu sens que ça peut te porter préjudice ou pas? Ou est-ce que tu te sens bien intégré? Non, en 84, tout est bienveillant. Ok. C'est en 85 que ça devient une génération de fils de pute. Là, tout change. Là, par contre, tu rentres dans les bandes et là, tu te fais niquer ta mère en 3 secondes. Ok, parce que tu parlais aussi de lieux d'entraînement où ça craignait pas mal, où tu pouvais te faire dépouiller, où il y avait des... Déjà, en 85 et entre 85 et 88, tous les endroits où tu vas, je te dis arrêter, c'est chaud. Tu te fais dépouiller, tu c'est quoi les endroits qui craignaient? Les Zoulou Party, le Globo, vu que les bancs elles étaient dans tous les événements où nous on était, fallait vite que tu saches, en gros, t'acclimater. Ça veut dire qu'il fallait vite que tu saches qui était le leader de telle bande, qui était telle personne, qui était... Tu sais, il y avait tellement de bandes. Pour te donner une idée, par exemple, tu vas à Aulnay, tu avais les Faucons, par exemple, tu avais les Faucons de Aulnay. Là, tu parles des gangs. Les bandes, il y avait les Faucons, tu avais les Street Boys. Tu vas dans le 13e, tu avais les Border Boys. Tu vas dans le 19e, tu avais les CKC qui étaient très importants. À Paris, de façon centrale, tu avais les Requins Vicieux. Tu avais un groupe, aussi. Les Requins Vicieux. Ok. Tu avais un groupe qui s'appelait les Go, la Malédiction. Je sais pas moi, tu avais les Fights dans le 91. Tu avais les G.I. Joe dans le 78. Ouais. Tu avais les Ravageurs aussi à Trappes. Après, je sais pas si eux ils étaient méchants, mais enfin bon, t'avais plein de bandes. Mais ils dansaient pas? Dedans, des fois, t'avais quelques danseurs. D'accord, parce que de base, c'est. Mais la plupart, c'était pas des danseurs. D'accord. Mais justement, pourquoi ils se retrouvaient dans ce mouvement-là? Parce qu'ils écoutaient la même musique que nous. D'accord. Ils écoutaient les musiques qu'on écoutait, c'était les musiques dans les quartiers. Ok. Les musiques de rap, en fait, dans lesquelles ils s'identifiaient. Les musiques avant qu'ils écoutaient, c'était peut-être de la soul et du funk. Ensuite, ils ont commencé à écouter du rap américain comme Public Enemy et plein d'autres artistes. Et donc, ils s'identifiaient et ils venaient dans les mêmes soirées que nous. D'accord. Et donc, finalement, t'arrivais dans les soirées, on te dépouillait, quoi. Et toi, personnellement, t'as connu des anecdotes où tu t'es fait dépouiller? Moi, j'ai eu plein d'histoires, les 1000. Et c'est évident que tu as 1000 histoires parce que tu es dans un environnement qui est hostile. Et après, c'est à toi de trouver tes protecteurs. D'accord. Et tes protecteurs, tu vas vite les trouver, crois-moi. Et toi, comment t'as fait? Parce que je suis intelligent, parce que je suis un putain de danseur pour mon époque, donc il y a aussi des gens qui m'aiment. Et donc il faut se rapprocher de ces gens-là qui ont du pouvoir. Et ceux qui ont du pouvoir, c'est ceux qui peuvent te dire, hey, tu le touches, on te baisse ta mère, tu vois. Ok. Et il y avait certains noms, comme Momo des Asnés, ouais, que tout le monde craignait. Personne ne serait prêté à Momo des Asnés à l'époque. Impossible. Ok. Parce que il faut bien que tu comprennes, tu as les bandes, et avant ces bandes-là, tu as des bandes qui sont nées, comme les Ducky Boys, les Red Warriors, les Asnés, les Black Panthers, des bandes qu'on appelle chasseurs de skins. Voilà, parce que c'est ce que j'allais dire, c'était à l'époque des skins en fait. Voilà, eux sont tous skins en Ile-de-France. Voilà, donc eux ils sont là. Eux c'est des rockers tous. Ouais. Les Del Vikings, peut-être pour l'époque, les Boons qui vont se créer par la suite. Enfin bon, c'est des chasseurs de skins tous ces gens-là, d'accord. Okay. Mais ces gens-là, ils sont dans les mêmes soirées que nous. Et eux, c'est plutôt les gentils. Parce que eux, quelque part, ils ont chassé les skins, ouais, ils écoutent du rock, ils sont dans les événements, c'est un peu comme des grands frères. C'est à l'époque de MC Jean Gabin, tout ça? Jean Gabin. C'est avant Jean Gabin. D'accord. Ok, Jean Gabin, lui, c'est un requin vicieux. Ok. Voilà. Mais il faut bien que tu comprennes que tous ces gens à cette époque-là, c'est un contexte, c'est une époque. Peut-être maintenant, je vais en rencontrer, ils sont pères de famille, ils sont sympas. Oui, mais à cette époque-là, non. Okay. À cette époque-là, il t'aurait dit, viens voir ici. Tu serais venu, donne-moi tes baskets. Tu lui donnes pas, il te met une barre dans ta gueule et après il te piétine. Il n'y a même pas de. Et j'en ai vu 1000 se faire frapper moi. Et des grands noms et des. J'étais présent parce que j'étais dans tous les événements. Ouais, t'as dit à un moment donné que toi t'avais tout vu. J'étais tout le temps là. Et je savais très bien qu'il fallait éviter. Il y en avait beaucoup qu'il fallait éviter. Ou avec qui il valait mieux être bien.
Parce qu'ils étaient lunatiques, un coup ils étaient sympas, un coup ils pouvaient t'embrouiller. Mais moi j'étais un peu protégé par Momo des Asnés. Et comme j'avais Momo, il y avait moi, il y avait un mec qui s'appelait Dany aussi qui était important à l'époque, organisait beaucoup de manifestations. Mais nous, Momo, il nous appréciait beaucoup. Et Momo, c'était quelqu'un c'était un black, avec un visage de boxeur, des bagues partout. Et c'était un chanteur de skin très réputé. Donc personne ne pouvait lui manquer de respect. Et lui, je sais pas, il m'a pris sous son aile, il m'a dit Val, t'as un problème, t'es mon petit frère. Alors que lui il est noir et moi je suis blanc, tu vois, et moi je suis juif, peut-être lui il est musulman, ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on était tous dans la même communauté, mais lui il était contre, il était contre la ragla, tu vois, il était contre certaines choses. Parce que lui il faisait partie des grands frères. Il n'y a pas que lui comme grand frère, il y a plein de noms que je pourrais te citer, mais lui, moi je te parle de mon histoire personnelle. Lui, quand j'arrive dans un événement, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Parce que personne n'a eu les couilles de se confronter à lui physiquement. Ouais. Parce que les gens ne sont pas cons, ils sont pas fous, ils savent qui allait dépouiller aussi. C'est ça, ouais. Donc, et c'était pendant 3 ans, c'était une génération où beaucoup de gens se sont fait, ont eu des problèmes à tous les niveaux. Beaucoup de filles aussi. Oui, tu as dit à moi qu'il y avait des bandes de filles aussi. Il y a aussi des bandes de filles, mais il y avait les Amazones et d'autres bandes, mais c'est pas elles qu'on craignait, véritablement. Il y avait des mecs, je t'explique, tu les croises un soir, heureusement que tu mets un caleçon, parce que sinon tu rentres chez toi tenu, ils t'enlèvent tout. Et à cette époque-là, ton nom commence vraiment à monter. Mon nom il commence à monter vraiment en 85, début 85, je suis vraiment un monstre dans la culture hip-hop et je suis un monstre en pop. Je suis un popper, je suis un tueur en pop. Tout le monde me craint, ils ont tous peur de moi. Et j'ai défié tout le monde, tous les jeunes de moi je défiais que les mecs de ma génération, pas les plus âgés. Oui, tu as dit que tu voulais pas aller défier les plus âgés par respect. Par respect. Mais pour ma génération, j'étais déjà classé, j'étais dans le newsletters et j'étais connu par tout le monde. Et le défi, à ce moment-là, ça représente quoi pour toi? Parce que tu vas vraiment défier tout le monde. T'as pas peur d'aller les gens, mais par contre c'est une question d'honneur. C'est plus 84, pipi, tu vois, les schtroumpfs, c'est fini les schtroumpfs, Dorothée, tout ça, c'est fini. Là tu rentres dans le dur. Tu vas dans les soirées et là la mentalité c'est pas pareil. Quand tu vas défier les gens, c'est une question d'honneur. Tu es obligé d'y aller, tu es obligé d'assumer. Ça n'existe pas qu'un mec refuse. Dès qu'un mec qui vient en face de toi il fait ça, ça veut dire qu'il te défie. Et toi tu es obligé d'assumer. Là tu prends conscience que tu représentes un nom, un quartier, un groupe, une unité. Tu peux pas te déballer, tu es obligé de danser. C'est ça. Et quand sinon c'est ton nom qui tombe en fait. Sinon t'es une tepu. Faut appeler un chat un chat. À partir du moment où tu danses pas pour tout le monde, t'es une tepu. Je te le dis, c'est comme ça. Et c'est une règle qui est immuable. Et elle changera jamais, je te le dis. Elle n'est pas prête de changer en plus. À cette époque-là, malgré que tu sois jeune, t'es quand même vachement déterminé, vachement sûr de toi pour aller défier tous ces gens. Non, après je suis sûr de moi parce que je sais aussi qu'il y a des endroits où il faut que j'aille. J'y vais avec la peur au ventre parce que aller au Globo, quand je vais au Globo, moi je vais au Globo en 87, j'ai 16 ans. Donc il faut y aller au Globo, c'est à Strasbourg-Saint-Denis. La première fois que j'étais au Globo, j'ai vu des mecs avec des battes de baseball qui frappaient des gens devant l'entrée. Devant l'entrée, ouais. Bah oui, devant l'entrée, pas devant l'entrée du Globo, mais à la sortie du métro, j'ai vu des mecs qui attendaient et puis dès que tu sortais, ils disaient viens voir ici s'il te plaît toi. Et demain t'es 30 francs, parce que c'était 30 francs à l'époque à l'entrée. Sauf que moi la première fois que j'étais au Globo, j'ai dansé, je me suis fait remarquer par Loïc qui travaillait à Radio Nova, qui trouvait que j'étais extraordinaire en danse et qui m'a dit passe à Radio Nova. Et quand je suis arrivé à Radio Nova, écoute, c'est à l'époque où il y avait le Dynasta et tout ça, quand je rentre dans l'émission, quand je rentre à Radio Nova, il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Massadian et il me fait ma carte du Globo. Donc ça fait que tous les vendredis je rentre gratuit. Ouais, tous les vendredis soirs, tu étais le danseur du Globo en fait. J'étais le danseur du Globo. Et j'ai dansé tous les soirs pendant 45 minutes, 1 heure avant que tout le monde. Parce qu'au début, quand les gens arrivent au Globo, ils dansaient pas directement. Ils s'asseyaient tout autour, ils étaient dans la vaille, et moi je dansais au milieu du Globo. Donc j'étais tout le temps, tous les soirs, tous les vendredis j'étais au Globo. Mais quand tu vas au Globo, il faut y arriver au Globo. Parce qu'il faut pouvoir sortir aussi du Globo, aller prendre ton métro et rentrer chez toi. Parce que il y a beaucoup de gens qui arrivaient beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, à propos de ça, tu as dit à un moment donné dans le podcast que tes amis avec qui tu dansais au début, même tes amis juifs et tout, ils te suivent plus parce qu'ils ont peur. Non, ils ont peur, tu peux pas. Et non, ils peuvent pas venir avec moi. Ah non, je te le dis, on allait au Gibus, on du Gibus, t'avais plein de mecs qui venaient pour les dépouiller, t'arrives au Globo, mais c'est fini pour toi. Je te dis, c'est une culture, c'était du pur et dur, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était vraiment violent à tous les niveaux. D'accord. Mais est-ce que cette ambiance-là, elle te manque un peu justement par rapport à aujourd'hui? Pas cette violence dans cette direction-là. Je parle pas de la violence, mais plus le côté underground, tout ça. Oui, mais le côté défi, engagé, tout ça, porter ses couilles, oui. Est-ce que tu trouves que carrément c'est beaucoup plus léger aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de couilles, il n'y a personne, je t'explique. C'est des compétiteurs, c'est pas des b-boys.
C'est pas des danseurs hip-hop. Ils ont pas compris c'est quoi un danseur hip-hop. Ils sont pas dans la quête. Ils vont jamais chercher personne déjà pour commencer. C'est quoi qui a changé au niveau des valeurs? Les valeurs. Non, c'est les mentalités qui ont changé. Ouais. Les gens se sont embourgeoisés, c'est des peureux. Ils ont pas de courage. Ils arrivent jamais à se trouver l'envie d'aller chercher un mec et de fumer devant tout le monde. Moi par contre j'ai cette mentalité. Moi c'est pile ma personnalité. Et ça t'a porté préjudice justement d'être grande gueule comme ça et d'aller défier les gens? C'est sûr que ça te porte préjudice. Après, à partir du moment où tu peux assumer en danse, tout est bon. Personne ne te demande d'être le plus fort. Mais par contre, tu peux pas toujours essayer de trouver une justification pour pas y aller. Ouais. Moi j'arrive dans un événement, j'ai un problème avec quelqu'un, je me dis je suis le roi des fils de pute si j'y vais pas. Et je me le répète une fois, deux fois, trois fois, hop, après j'y vais, j'ai pas le choix. Et tu gagnais tous tes défis? Moi je gagne tout le temps parce que je suis pas le mec le plus sympa. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je te fais toujours un coup de crasse. Quand tu vas danser, tu vas faire un coup de pute à un moment donné. Tout le temps, je te fais un truc, laisse tomber. Tout est possible avec moi. Des trucs que les autres n'osaient pas faire. Jess. Comme quoi par exemple? Regarde cette partie, tu vois cette partie de mon corps? Je regarderai pas. Non mais regarde, cette partie de mon corps je sais et celle-là, je sais que tu l'as souvent montré, ciblé je ici. sais. Tout est ciblé là. Tout peut t'arriver. C'est-à-dire que cette partie-là contrôle mon corps entier et contrôle même mon cerveau. C'est-à-dire que même moi, je dis à mon corps n'y va pas, n'y va pas. Elle me dit vas-y, faut y aller. Et je peux me créer des trucs incroyables. T'avais une insolence que les autres n'avaient pas forcément, même s'ils étaient durs. Mais Jess, t'as déjà vu un mec, toi tu connais tout le monde dans ton monde, toi tu fais de la dancehall, c'est ça? Oui. Bon, tu connais tout le monde dans la dancehall. À peu près. Donc imagine, t'as dans un événement, tu te fais défier et à un moment donné tu te mets tout nu devant tous les gens que tu connais. Est-ce que tu serais capable? Non. Moi je l'ai fait toute ma vie. Je l'ai fait pendant des années, je montrais mon cul comme si je marchais. Mais et c'est ça aussi. Je n'entendais pas le cap d'ag, moi. Le cap d'ag ça n'existait pas. C'est ça aussi qui a contribué à la création de ton personnage un peu controversé en fait. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas. Mais tout ça, ça arrive bien après. Là on est en première génération. Okay. Première génération, je fais pas des trucs comme ça. Oui. Première génération, je défie les gens, je suis très hip-hop, très underground. Et si tu fais ça à ce moment-là, tu te fais vraiment défoncer à la sortie pour le coup. T'es mort, ça n'existe pas ça. C'est impossible. Ok. Et c'est pas du tout la mentalité. Et puis il n'y a pas de. Tu vois, le côté montrer son corps, ça n'existe pas. Le côté féminin, ça n'existe pas. Enfin, ça, c'est vraiment route. Et les femmes à cette époque-là, en danse, il n'y en a pas beaucoup. Non, pratiquement, je t'ai dit. C'est soit c'est la meuf de un tel, soit c'est la cousine d'un tel, soit c'est l'ami de un tel, mais il n'y a pas beaucoup de filles. Et au niveau des danseuses? Non, il n'y a pas beaucoup de noms à l'époque qui sortaient. Et tu as eu ta période tag aussi? Ouais, j'ai tagué. À partir de quand? Moi, j'ai tagué à partir de 1980. 86. C'était avec qui? Ça se passait comment? C'est quoi qui t'a donné envie d'aller vers le tag aussi? Beaucoup de mes amis taguaient, mais de toute façon c'était relié, c'est la même culture en fait. Il y avait beaucoup de danseurs qui taguaient aussi. On taguait tous. Bon, après, tu taguais dans le métro? Je taguais dans le métro et on était tous, il y avait la Lion Scott avec nous à cette époque-là, on était tous assis dans le métro comme ça. Et puis dès que le métro il passait, nous on descendait des rails, on taguait et on remontait dans les rails. T'imagines? C'est-à-dire que le train il pouvait venir de l'autre côté. Et après, on a eu les clés du métro. Moi, j'ai fait une fois un hangar, une fois dans ma vie. Après, c'était pas mon truc. Et ton nom de tagueur, c'était? Yuval. Mais j'étais pas trop connu en tag parce qu'il y avait des grands noms. Encore une fois, il y avait des boxeurs, des bandeaux et plein de monde. Ton nom en danse aussi, c'était Yuval. Moi, j'étais vraiment connu pour la danse. Mais on essayait de faire un petit peu de tout, mais on essayait de se trouver. Est-ce que finalement on aime le rap? Est-ce que finalement on aime être DJ? Est-ce que finalement on préfère faire de la beatbox? Enfin je sais pas, faut se trouver à un moment donné. Moi, le rap, t'as pas du tout touché? T'as pas du tout touché au rap? Non, j'ai essayé quelques trucs, mais c'est pas claqué. C'est pas mon monde. Faut être animé par le truc. Ouais, oui. Parce que quand t'es animé, tu prends du temps et tu mets la disponibilité pour pouvoir le faire progresser. Et là en l'occurrence, quand j'avais du temps, moi c'était pour m'entraîner en danse. Parce que mon nom, j'étais identifié danseur. Et tu fais plus que ça en fait à cette époque-là, tu travaillais aussi ou Je travaillais, à cette époque-là, je suis apprenti, peintre en lettres. Je fais ça mais j'aime pas ce que je fais, je le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut se lever le matin et faire un truc. C'est ça. Donc, et tes parents, ta famille, ton entourage, ils en pensent quoi de cette passion? Ils t'encouragent ou ils essayent de te mettre dans un moule? Ma mère m'encourage, mon père il s'en fout complètement. D'accord. Et puis même il ne voyait pas la dimension de ce que je suis dans ce truc là parce que c'est une culture, faut bien que tu comprennes qu'entre 85 et 88, donc pour vraiment la première génération, même 82, 88, on est 84, c'est la France, 88 c'est une petite niche, hein. Si on est 500 en France, c'est un truc de ouf là. D'accord. C'est vraiment, et en plus la plupart des gens ils se reconnaissent parce qu'ils ont une plaque name sur eux, donc tu peux savoir qui est qui. Et puis on se voit dans les mêmes événements. T'as des petites affinités qui vont se créer, mais c'est pas une culture, il n'y a pas d'amour. Ouais. C'est pas une culture où il y a ton prochain qui va vers toi et qui dit putain ce que tu fais c'est bien en danse. T'as un sucker, t'as un suceur qui fait ça. Personne fait ça. Et ensuite, c'est pas un truc où tu vas vers les gens pour être copain avec les gens.
Ouais, c'est pas genre la grande famille Non, solidaire du hip-hop, quoi. C'est quartier, la mentalité, oui, elle est vachement quartier. Il n'y a pas d'amour. Moi, il n'y a personne qui est venu me voir et qui m'a dit, hey, petit, ce que tu fais, c'est pas mal. Hein. T'avais pas de grand, en fait. Non, j'ai pas de grand. T'avais pas de grand. Tout seul, j'allais dans l'événement tout seul, avec quelques copains qui voulaient bien m'accompagner, et encore la plupart, ils avaient peur. J'allais avec un mec qui s'appelait Stéphane. Stéphane Kéliel, Skoy. J'ai bien suivi, hein. Skoy, exactement. Ah ouais, il parle fort. Bon, Skoy, il m'accompagnait partout. Skoy, c'est vraiment une première génération qui a vu vraiment mon évolution à tous les niveaux. D'accord. Il a toujours été là. Ok. Skoy, franchement, ouais, il a toujours été là. Tes sauces, en fait, t'en avais pas beaucoup, c'était lui, il était passionné comme moi, et lui, il dansait, il graffait, il taguait, il était dedans, c'était un vrai mec du mouvement. Vous étiez pas un groupe encore? Après, des fois, on était dans des groupes, des fois, c'était des vrais groupes, des faux groupes. Enfin, mais moi, parce que toi, ton lui, c'est groupe... surtout mon ami, tu vois, plus que de choses. Ok. Et d'ailleurs, je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui. Hein. D'accord. Et on se connaît depuis 84, t'imagines. Peut-être même avant, peut-être. C'était Division Alpha, ton premier groupe? Ouais, mais c'est après, ça arrive bien après ça. D'accord. Quand je suis avec Skoy, on est TCB. TSB, on est. À l'époque. Okay. Et là, c'est quoi? C'est Smurf, Pop, Break? Pop, Smurf, t'as tout ce que t'as tout dit. Exactement. Lock aussi? Ouais, voilà, mais on fait ce qu'on peut faire avec zéro information. Donc c'est très difficile. Donc en fait, quand t'as un truc, c'est un petit peu mon précieux, tu vois. T'as une phase, t'as un truc, bon ouais. Et c'est où que tu prenais tes musiques et que tu t'es mis au courant en fait de l'actu de la danse pour progresser, pour avoir les musiques, au début, je les avais avec un mec qui s'appelle Robert Lévy-Provençal qui faisait une émission. Et ensuite, quand il y a eu le Dynasty, on a commencé à avoir des musiques avec Dynasty. Ok. Et c'était vraiment Dynasty qui faisait une heure de musique, de set, où il mettait souvent en avant le breakbeat, les drums, les percussions. Enfin, tu vois, il nous éduquait quelque part sur la musique. Mais c'est lui, de toute façon, c'est Dynasty qui a ramené le son hip-hop des States, en fait. Non. C'est pas lui? Non, bah non. Mais non, ceux qui ramènent la musique des États-Unis, c'est surtout les mais en DJ France, hein. San Francisco, et qui va venir en France en 80 ou 81 et qui va vouloir jouer de la musique hip-hop. D'accord. Mais il faut que tu saches que déjà en 79, Sugar Hill Gang était déjà là. Ok. Bien avant, ça veut bien avant que lui-même devienne peut-être DJ, va savoir. D'accord. Et que à partir de 79, il y a plein de productions aux États-Unis qui sont disco rap. Ouais. Après, il y a des gens qui ont peut-être ramené la musique comme Bernard Zécry, peut-être plus, tu vois, peut-être Bernard Zécry ou peut-être Sophie Bramley. Enfin, des gens qui, à un moment donné, mais c'est même pas eux, c'est plutôt ceux qui vont la diffuser. Et déjà, Sydney, à l'époque, il diffusait de la musique dès 1979-1980. Il faisait déjà son émission et puis il mettait des fois des musiques, il y avait peut-être des musiques hip-hop là-dedans. Ok. Dynasty, c'est plutôt le premier, on va dire, DJ activiste de la culture hip-hop. D'accord. Pour moi, c'est plutôt comme ça. Ouais. Et il a été très important avec son émission parce qu'il a permis ce que fait Fred de Sky avec Planet Rap, c'est ce que lui faisait avant tout le monde en faisant le Dynasty, en invitant un maximum de DJ. Enfin, il y avait Benaldi qui était aussi avec lui, mais en invitant un maximum de rappeurs à venir pour la première fois essayer de performer et d'avoir un peu de lumière. D'où après l'émergence des groupes NTM, tout ça. Voilà, d'où l'émergence de plein de gens. Okay. Ça a permis à plein de gens de pouvoir. Après, c'est à ces gens-là de savoir aussi le rendre. Ouais. Le Dynasty, ça a été un élément très important. Ça, on peut pas lui enlever. Mais c'est pas lui qui a ramené. Oui, ouais. Voilà. Donc 88, 88, la hype arrive. Et là, il se passe quoi? Bah là, c'est un mouvement dans le mouvement, donc ça veut dire que si tu veux, il y a une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de danser, une nouvelle mentalité dans la danse. Ça vient d'où déjà? La hype, ça vient de New York. Et toi, tu kiffes direct? Bah t'as pas le choix parce qu'en fait, c'est un tsunami. En fait, mais t'aurais pu ne pas aimer? Bah, mais si t'aimes pas, tu peux plus être dans la culture. Okay. T'es obligé de t'adapter. Parce que tous les gens qui sont autour de toi font de la hype. Donc si toi t'arrives et t'es là avec ton pop, c'est juste un putain de dinosaure qui est là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Non, t'es obligé à un moment donné de te dire, bon, si t'es fort en Smurf, bah la hype, c'est une tragédie pour toi. Parce qu'il faut que tu repartes de zéro. D'accord. Il faut que tu te remettes dans cette nouvelle danse, cette nouvelle façon de danser et cette nouvelle musique. Et il faut que tu rentres dans le nouveau code qu'on appelle l'époque New Jack Swing, hype, tout ça. Et donc ça change, tout change. Parce que même les nouveaux héros de cette génération, c'est pas forcément ceux qui étaient là avant. Okay. Et des fois ceux qui étaient là des fois un petit peu avant, bah, ils vont quand même perdurer parce qu'ils vont comprendre la hype elle arrive avant les autres. Donc c'est à un moment donné, c'est celui qui a le déclic qui a le truc, notamment comme des gens comme Laser, Réac, les Divi aussi, MC Jean Gabin. Ouais. Tu vois, voilà. Ça c'est les générations qui ont compris live avant tout le monde. SP1, Yo, Major, et je peux donner encore plein de noms qui étaient pour cette époque-là, qui étaient forts avant tous les autres. Parce qu'ils ont compris
l'émergence de cette nouvelle. Donc toi, tu te mets à fond dedans aussi. Moi, je l'ai compris trop tard. Moi, ça m'a pris du temps. Okay. Moi, j'ai eu peut-être 6 mois de retard. Ok. Parce que je m'accrochais au fait qu'on puisse continuer à faire du smurf, mais pas à faire du. Parce que moi, je suis un smurfeur à la base, donc du pop. Mais en fait, quand tu arrives dans les soirées, t'étais de la merde. Franchement, personne ne te calculait, tout le monde trouvait que c'était pourri. Que tu fasses du break ou du pop, hein, c'était la même chose. Hein. C'était ridicule pour les gens. Les gens, ce qu'ils voulaient, c'était juste la hype. Okay. Et tous les héros de cette jeunesse, c'était des hypers. Et c'était pas des smurfers comme moi, et c'était pas des b-boys. Enfin, on disait pas b-boys, on disait breakers à l'époque. Ouais. On était les danseurs d'hier, tu vois. Et eux, c'était les danseurs d'aujourd'hui, peut-être même de demain. Et c'était tous des hypers, donc t'es obligé de te mettre dans la hype.